4e et dernière partie. L'ascension de l'humanité. Les humains constituent, avec les ogres et les halflings, l'un des derniers ajouts aux races du monde. Les anciens les avaient nourris et sortis de la barbarie, et leurs favoris parmi eux avaient engendré la première grande civilisation humaine de la Terre du Soleil. Cela constituait cependant l'exception, car l'ascension de l'humanité au rang de race civilisée était encore bien loin. Les bandes de chasseurs primitifs remontaient vers le nord et se livraient à la chasse du gibier sauvage, à la pêche et profitaient des récoltes naturelles. En très peu de temps, ils avaient pourtant commencé à construire leurs premières habitations, peut-être en imitation des forteresses de pierre des nains, mais encore primitives. Dans le même temps, ils commençaient à se livrer à l'élevage et à l'agriculture. Pendant que les différentes tribus se taillaient un territoire, leur développement fut handicapé par leur propre rivalité et par les attaques des peaux vertes et des hommes bêtes partout présents. Les deux problèmes trouvèrent leur solution avec l'émergence d'un chef puissant, Sigmar Eldenhammer, qui unifia les tribus humaines du nord-est du Vieux Monde et qui, allié aux nains, finit par battre les armées de peau verte, les repoussant dans les terres arides et les terres sombres. C'est là que l'on situe la fondation de l'Empire. Au cours des 5 siècles qui suivirent, l'humanité s'étendit vigoureusement. Les raisons de l'ascension aussi rapide de la race peuvent se trouver dans la catastrophe des portails. Le chaos a des effets mutants, mais il s'accompagne aussi d'agressivité, de changement et de vigueur, et la race humaine, contaminée par la protomatière du chaos, avant le développement de sa civilisation, a hérité de ses particularités. Ils étaient cependant encore assez primitifs du point de vue des nains, et surtout des elfes. La vie était difficile pour une vaste majorité d'humains, et personne ne pouvait espérer vivre mieux. La famine et les maladies étaient courantes dans une époque qui manquait des plus élémentaires commodités. Beaucoup d'hommes tiraient péniblement leur subsistance de la terre. La plupart des constructions étaient en bois, les ouvrages de pierre étant réservés aux tombes, aux temples et occasionnellement aux forteresses. C'est à peu près à cette époque que l'humanité a commencé à développer un langage écrit cohérent. Mais il ne devait pas être d'usage courant avant 5 autres siècles. Avec le développement d'un réseau de routes et l'ouverture de voies navigables, les différentes nations acquirent une certaine stabilité et les communautés florissantes purent se développer. Mais l'Empire ne fut pas la seule nation humaine à s'unir derrière un chef avisé. Ainsi, à partir de 977, Gilles le Breton mena une série de 12 grandes batailles visant à repousser les peaux vertes hors des frontières de ce qui allait devenir la Bretonie. Les humains de la Tillée et de l'Estalie ne suivirent pas le même chemin, car, bien que leur cité-État ait une culture similaire, elles sont politiquement divisées. La concurrence est féroce, et nombre de guerres mesquines émaillent l'histoire de ce pays. Dans le désert, de l'autre côté de la mer du Sud, les barbares nomades partageant une culture et une langue commune s'unirent pour fonder l'Arabie.
Bien que dominé par un fondamentalisme religieux, ce pays allait devenir un centre de commerce réputé. En 1448 du calendrier impérial, le sultan Jafar débuta une guerre contre le Vieux Monde qui allait conquérir l'Estalie. Les chevaliers de l'Empire et de la Bretonie déclenchèrent en représailles une série de croisades contre l'Arabie qui allait durer un siècle et ravager le pays. Les légendes datant de cette époque ont marqué défavorablement l'attitude des Occidentaux face aux habitants de l'Arabie. Mais il existe d'importantes relations commerciales entre les deux régions. Aux environs de 1500, un certain nombre d'aventuriers et des nobles bretoniens déshérités s'installèrent dans ce qui s'appelait alors les terres arides. Pendant presque un siècle, les aventuriers combattirent les peaux vertes et autres créatures du mal de la région. Ils finirent par les repousser jusqu'à la rivière de Sang, frontière actuelle des terres arides. À cette époque, des gens de toutes origines se battaient côte à côte, et les plus heureux d'entre eux se taillèrent rapidement des petits royaumes fondés sur l'autorité que la force des armes pouvait imposer. À la même époque, dans le nord, la grande migration des Godospars allait submerger les Ingols et fonder le Tsara de Kislev. Sous la direction de la reine Kanmiska, les Godospars alliaient puissance et richesse, et leur génie militaire était sans égal. Les armes et tactiques supérieures des Godospars, alliées à la magie de leur reine Kan, boutèrent les Ingols plus à l'ouest et au nord, vers les terres occupées par les Ropsmen, où les deux ethnies tribales devaient lutter pour la suprématie. De l'autre côté du monde, en Extrême-Orient, les contrées humaines de l'Inja, du Katay et du Nippon restent, pour leur part, bien mystérieuses. Une cité typique de l'époque actuelle abrite plusieurs milliers d'habitants. Elle comprend de beaux bâtiments de pierre et l'on commence à voir des murs bâtis en briques, cette toute nouvelle invention. Les arts, la science, la littérature et les études de toutes sortes fleurissent sous le patronage d'individus éclairés, et tous saluent l'avènement d'un âge de lumière. Désormais, l'humanité ne dépend plus intégralement de la terre, et de nombreux humains gagnent leur vie dans l'artisanat d'un type ou d'un autre, pendant que l'industrie se développe pas à pas. Métallurgie, verrerie, imprimerie, menuiserie et textile, les industries humaines produisent une quantité impressionnante de biens manufacturés. Des groupes d'humains, cependant, restèrent barbares et nomades. Les Nordiques, les Huns, les Kurgan et les Norse, habitants de la Norska et les désolations du chaos, sont des guerriers nés, élevés à la dure, dans un monde où le fait de survivre est une victoire sur les autres. Seuls les plus forts prospèrent, car les faibles sont impitoyablement chassés de leur tribu ou tués. Comparer les hommes du Nord à ceux du Sud revient à comparer le loup et le mouton. Les derniers se cachent derrière les murs de leur ville, tandis que les premiers vont à leur gré aux quatre coins du monde, en quête d'aventure et de butin.
Ces tueurs impitoyables composent la majeure partie des guerriers des puissances de la ruine. Les incursions du chaos. Ainsi, l'humanité avait grandi et prospéré, et sa civilisation en plein progrès semblait solide et permanente. Mais bien peu soupçonnent l'infirmité héréditaire qui menace ses fondements. De toutes les races intelligentes, les humains s'avérèrent les plus prompts à s'engager sur la voie de la damnation. L'homme met toute sa vigueur et tout son fanatisme au service du chaos. Cette dévotion renforce encore les dieux du chaos qui, en retour, corrompent et déforment leurs serviteurs. Ceux-ci, associés au perpétuel appétit de changement des hommes, a conduit à l'actuelle domination humaine sur la majeure partie du monde. Bien que ces quelques individus soient conscients de ce fait, leur ambition et leur pulsion continuent à nourrir les dieux du chaos jusqu'à les rendre bouffis de puissance. Chaque génération produit son quota de mal nouveau, de nouvelles mutations et de corruption de l'esprit humain. Bien que beaucoup de difformités soient détruites dès la naissance et que d'innombrables autres soient bannis au plus profond des forêts, il n'en reste pas moins que certaines mutations moins évidentes en apparence trouvent leur place dans la société des hommes. Au sein des cités du vieux monde, comme dans les sites corrompus des forêts profondes, des humains décadents adorent les puissances de la ruine. Pour la majorité des hommes, cela reste un mystère et bien peu réalisent que le péril vient de leur propre hérédité. Les bois et les forêts des régions sauvages sont une toute autre affaire. Là, le danger est plus tangible. Ce sont les hordes grandissantes des hommes bêtes. Les voyageurs craignent l'obscurité, la proximité des forêts, et seuls les fous s'aventurent dans les montagnes sans la sécurité d'un grand nombre de compagnons de voyage. Même dans les souterrains des villes des hommes, dans les conduits et les plus profonds égouts, la malédiction du chaos ronge les entrailles de la société. Des créatures mutantes, douées d'une intelligence cruelle, règnent sur cet univers de cavernes et de tunnels ignorés de l'humanité. Parmi eux, les principaux sont sans doute les Skaven, des hommes rats, serviteurs du chaos, mais avant tout d'eux-mêmes. Leurs fouilles s'étendent à travers le continent comme un tissu de pourriture qui prospère sous les pieds mêmes d'une humanité inconsciente. Leurs tunnels se raccordent secrètement aux caves et aux égouts. Ils se nourrissent d'ordures et de corps des infortunés qui ont la malchance de tomber entre leurs pattes. Jusqu'alors, personne ne soupçonne l'étendue de ce mal rampant. L'humanité est prompte à trouver des explications rationnelles aux horreurs qui affligent ces cités. La pourriture, la maladie, le feu, la mort, les disparitions. Et de temps à autre, les limites extrêmes des déserts chaotiques avancent dans un bouillonnement de vagues de corruption. Quiconque ou quoi que ce soit se trouvant entraîné dans le flot du chaos
découvre que les lois de la nature sont bouleversées au-delà de toute mesure. Le changement et les mutations sont engendrés et accélérés dans l'animé, tout autant que dans les créatures vivantes. La pierre peut se liquéfier et s'écouler, pendant que les gens et les animaux se déforment et se fondent en des choses horribles. La mer de chaos qui déferle apporte toujours avec elle les hordes de guerriers du chaos qui tuent et se délectent de leur massacre. Puis, quand la mer se retire, ceux qui ont été changés restent ainsi déformés et vont rejoindre les rangs des servants du chaos. Ainsi donc, pendant que l'humanité progresse pas à pas, l'influence du chaos prend elle aussi de l'ampleur. Depuis 8000 ans, le chaos cherche à détruire les races libres du monde. D'innombrables vies ont été sacrifiées. Des royaumes se sont écroulés et des cités entières ont disparu de la carte. Les forces du chaos ne cesseront leur massacre que lorsque les royaumes mortels seront soumis à leurs ignobles dieux. La corruption physique et spirituelle des races construites par les anciens finira par les détruire. Même les créatures engendrées par les forces du chaos sont vouées à l'extinction. Car, lors du triomphe final du chaos, toute vie se fondra dans le bouillonnement d'une masse protoplasmique au sein de laquelle les âmes perdues et hurlantes flotteront désespérément, endurant les tourments qu'un dieu du chaos indifférent leur fera subir. Les serviteurs du chaos s'efforcent en permanence de miner les civilisations des hommes, des elfes et des nains. Mais c'est au sein de la toute jeune humanité qu'ils ont trouvé le plus de convertis. Des innocents, déjà enclins à succomber à la soif intarissable de pouvoir que le chaos peut leur offrir sans peine en échange de leurs âmes. Depuis la chute des anciens, la guerre que le chaos mène contre le monde n'a jamais vraiment cessé. Bien que le chaos investisse la plus grande part de son énergie dans les luttes intestines qui opposent ces différents aspects, les armées n'ont de cesse de se rassembler pour tenter de mettre à bas les actuels maîtres du monde. Le chaos étant par essence avide, ces dieux obscurs et arrogants attendent fébrilement de voir la terre tomber entre leurs griffes, même s'il y a fort à parier que les humains la leur livreront un jour ou l'autre.